Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo où on va débriefer toutes les sorties du mois de septembre. Alors au début, je voulais faire des vidéos individuellement sur les différents jeux que je vais mentionner aujourd'hui. Mais en fait, le temps passe très très vite. En plus, j'ai été malade, bon, je ne veux pas raconter ma vie, mais j'étais un peu malade ce mois-ci. Donc du coup, voilà, un peu moins de motivation pour sortir une vidéo. Et du coup, voilà, le temps passe, on est déjà fin septembre, donc je me suis dit, plutôt que de faire plein de petites vidéos, autant faire une grosse vidéo récap sur ce mois de septembre qui était incroyable. Voilà, d'excellents jeux, de grosses sorties, de quoi passer un excellent moment. Voilà, des jeux, déjà de quoi faire jusqu'à la fin d'année alors qu'on n'est que en septembre. Mais donc voilà, donc je voulais revenir sur ces jeux, d'autant plus qu'il y en a un qui est vraiment un chef-d'œuvre. Je sais pas si ça sera mon GOTY, parce que la concurrence est quand même assez vénère cette année. Mais voilà, un très très grand jeu. Je pense que vous savez déjà à qui, quel jeu je pense. Mais voilà, donc on va passer en revue les jeux qui m'ont marqué en ce mois de septembre, et puis on va y aller en ordre croissant d'heures de jeu. Donc c'est-à-dire qu'on va commencer avec ceux en particulier un jeu qui vient tout juste de sortir, sur lequel j'ai pas eu encore beaucoup d'heures de jeu et donc énormément de choses à dire. Et puis on terminera en apothéose sur le gros jeu de ce mois-ci. Et donc on va commencer tout de suite avec Zelda Echoes of Wisdom, donc qui est sorti ce jeudi. C'est ça, donc c'était ce jeudi. J'ai pu faire quelques heures de jeu. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu peur. Au tout début du jeu, j'ai eu un peu peur de ne pas pouvoir rentrer dedans. Tout simplement, en fait, c'est un peu le coup du lapin après les deux Zelda gigantesques qu'on a eu monumentaux même, qui étaient Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. En fait, revenir à la formule vue du dessus, en plus avec cette esthétique qui est très chouette, qui est très mignonne. Mais voilà, retourner à cette esthétique à une échelle peut-être plus resserrée en termes de scope de l'aventure, je savais pas si ça allait vraiment marcher sur moi. D'autant en plus que voilà, il faut quand même s'y faire au début cette mécanique. Donc si vous avez absolument rien suivi, ce qui m'étonnerait, mais si vous avez absolument rien suivi, en fait tout le principe d'Echoes of Wisdom est que la princesse Zelda en fait peut absorber l'essence de beaucoup d'objets, de la plupart des objets qui l'entourent, c'est-à-dire les pots, les vases, les pierres, les plantes, les ennemis. Et donc en fait, elle absorbe leur essence et elle peut les produire avec son espèce de sceptre. Hop, c'est ça, avec le petit sceptre qu'on voit sur la cover. Et donc elle peut les invoquer, et donc vous avez pas vraiment d'attaque directe, mais par exemple vous pouvez invoquer des pierres et les balancer sur la gueule des ennemis, qui est vraiment l'utilisation de base. Vous pouvez invoquer voilà, des pots, les balancer aussi, invoquer des ennemis pour qu'ils aillent taper d'autres ennemis, etc. Il y a plein d'idées comme ça, et au début, le simple fait d'être dans un Zelda mais de ne pas pouvoir donner de coups directs, ça demande une petite phase d'adaptation, mais maintenant, en fait, ça y est, maintenant j'ai passé les premiers donjons. Voilà, je commence vraiment à rentrer dans l'aventure et ça y est, je capte beaucoup mieux là où ils veulent en venir. Je commence vraiment à rentrer dedans. Donc c'est très prometteur. C'est beaucoup trop tôt pour moi pour avoir un quelconque avis, mais c'est solide voilà, maintenant je commence à vraiment être dedans. Donc je suis vraiment curieux d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, très très hâte, très bonne. Premières impressions un peu voilà, voilà, petit temps d'adaptation, mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher. Donc voilà, donc ça c'est pour Echoes of Wisdom. Ensuite, il y a deux autres jeux dont je voulais vous parler. Alors le premier, je vous ai quand même bien saoulé sur cette chaîne avec cette série. Mais il s'agit évidemment de la Ace Attorney, la dernière Ace Attorney collection.
Donc là, il s'agit de Ace Attorney Investigation, qui est donc le remaster, enfin la collection HD qui couvre cet épisode DS. Alors qui couvre cet épisode DS et sa suite, qui n'est jamais sorti du Japon. Donc l'épisode DS, donc le premier épisode était sorti, Ace Attorney Investigation. Ça c'est la version anglaise, mais il y a une version PAL, enfin une version française qui doit être qui est beaucoup plus chère, beaucoup plus compliquée à obtenir. Donc, en fait, il s'agit des jeux de la série Phoenix Wright où vous n'incarnez pas Phoenix Wright, mais vous incarnez le fameux Benjamin Hunter, donc le procureur. Et en fait, ce sont des jeux qui ressemblent, en fait, pour le coup, la série d'Ace Attorney a toujours été une espèce de relecture du point and click que nous on a connu sur ordinateur, type Chevalier de Baphomet, Monkey Island, etc. Et c'était, quand on a découvert, nous, en Occident, Phoenix Wright, on l'a associé à ce genre de jeu. Et ben là, je trouve que là, pour le coup, l'association est encore plus violente et plus évidente, puisque, en fait, dans ces jeux, on voit le personnage. Il n'y a pas de phase de procès. Tout se fait, donc comme le nom l'indique, investigation. Donc ce sont des jeux d'enquête où on contrôle directement son personnage dans le décor. On peut aller parler au personnage, on récupère des indices, etc. Et en fait, le grand truc, donc on n'a pas les phases de procès, mais alors il y a deux mécaniques qui remplacent ces phases de procès. La première, c'est que en fait, on a des phases de procès un peu de manière indirecte, puisque quand on interroge des suspects, quand on parle, il y a certaines phases de dialogue qui vont se dérouler exactement comme des phases de procès, c'est-à-dire avec des gens qui vont affirmer des choses, et vous allez avoir la possibilité de les retoquer en balançant des preuves. Donc typiquement, voilà, vous prenez la partie de la déclaration qui vous paraît fausse, vous appuyez ça avec la bonne preuve et voilà, vous avancez, ça vous permet d'avancer dans la discussion. Donc ça, c'est typiquement comme ça pourrait se passer dans une phase de procès. Donc ça fonctionne pas mal. Mais et là où c'est, je trouve, encore plus intelligent et ça dynamise la formule et en plus c'est cohérent avec le fait que l'on contrôle Benjamin Hunter. On se met littéralement dans son cerveau et en fait quand vous progressez sur la map, quand vous récupérez des infos, etc., en plus des preuves, des traditionnelles preuves, il va en fonction de certains éléments avec lesquels vous allez interagir, il va ajouter des éléments de raisonnement. Et en fait, ces éléments de raisonnement qui fonctionnent littéralement comme des pièces de puzzle qui s'affichent, vous allez pouvoir les associer entre elles. Et donc, vous allez pouvoir faire des déductions. Et ce sont ces phases de déduction. Alors, typiquement, voilà, pour vous décrire de la manière la plus basique possible, en gros, vous voyez qu'il y a une porte qui est bloquée par une serrure. Je dis une connerie, hein, mais en gros, c'est plus ou moins ça. Vous voyez une serrure et ok, il se dit ok, cette porte est bloquée par un verrou. Et plus tard, vous voyez une clé ou quelque chose qui pourrait débloquer la serrure. Paf, vous collez les deux pièces de puzzle ensemble. Il va comprendre automatiquement, ok, c'est par là qu'est la sortie et c'est comme ça que je vais sortir. C'est vraiment l'exemple le plus basique que je puisse trouver, mais tout fonctionne, beaucoup de choses comme ça, et c'est vraiment, je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça dynamise complètement. Alors les phases d'enquête dans les Phoenix Wright, c'était toujours vu comme les phases les moins palpitantes. Bah là, comme il n'y a que ça, du coup, ça, pas obligatoirement, ils étaient obligés de les dynamiser parce que sinon ça aurait été un peu trop mou. Du coup, franchement, ça fonctionne très bien. De toute façon, le travail de remaster, alors c'est aussi la première fois, si je dis pas de bêtises, que le jeu a une traduction française. La traduction française, comme sur tous les autres Phoenix Wright, est impeccable. C'est du très très beau travail. Le travail de remaster donc en fait, vous avez soit vous pouvez voir les bons vieux pixels de l'époque, soit vous avez des nouveaux... tous les persos ont été redessinés de manière plus lisse, plus propre, etc. Et d'habitude, je ne suis pas très fan quand ils font ça. Enfin, en tout cas, je trouve que ça ne rend jamais vraiment hommage
au pixel art de base. Et là, je trouve que c'est plutôt bien fait. Au final, je joue avec la version lisse et je suis très content. Je trouve que c'est plutôt joli. En fait, moi, mon seul, pour l'instant, donc je suis à la moitié du premier jeu. Et pour l'instant, je suis très content, ça fonctionne très très bien. Les musiques sont top. Les musiques, il y a un ou deux thèmes en particulier que je trouve vraiment excellents, qui sont vraiment à la hauteur des meilleurs thèmes de la série. Pour l'instant, le seul point faible que j'ai identifié, c'est le Chara design qui est pas vraiment à la hauteur de la série, enfin qui est un peu plus, comment dire, un peu plus transparent. En tout cas, sur les deux, trois premières, ça va mieux déjà à partir de la troisième. On tombe sur des persos plus emblématiques, etc. Et puis en plus, on fait des retrouvailles. Si vous connaissez la série, ça devrait vous plaire. Voilà, pour l'instant, je trouve le chara design général, en dehors évidemment des persos classiques qu'on connaît déjà, les nouveaux persos manquent un chouïa de charisme. Euh, Rien de très grave, mais en tout cas, on passe toujours un très bon moment. Donc, si vous êtes fan de jeux d'aventure, jeux d'enquête, et même si vous. Je pense que c'est aussi une bonne porte d'entrée pour découvrir la série, puisque des jeux qui se tiennent par eux-mêmes. Évidemment, il y a énormément de références à la série, mais rien qui empêche vraiment de comprendre. Donc voilà, si vous voulez donner une chance, donc évidemment là c'est la version PlayStation 4, puisque c'est la seule version en boîte qu'on ait en Europe. Si vous voulez la version Switch en boîte, il faut l'importer sur Amazon Japon. Et le jeu est aussi disponible sur Switch. Et voilà, donc ça c'était pour Ace Attorney Investigation. Donc du solide, ça je l'attendais énormément, je suis pas du tout déçu. Donc voilà, c'est vraiment, j'allais dire une bonne surprise, oui et non, mais en tout cas, ce qui est vraiment cool, c'est que maintenant on a toute la série, et toutes les créations de Shu Takumi, que ce soit si on englobe vraiment, si on englobe aussi Ghost Trick, donc du tout premier Phoenix Wright donc à toutes les séries. Donc on a toute la série canon, donc on a les 6 épisodes avec la trilogie de base et la trilogie d'Apollo Justice. On a le spin-off donc, qui se passe dans l'ancien temps avec les Great Ace Attorney Chronicles. Et on a maintenant les aventures de Benjamin Hunter dans Ace Attorney Investigation. Franchement, Capcom, on peut critiquer le fait que ça soit des remakes, des remasters, des compiles, etc. Mais je trouve que c'est super cool d'avoir ça disponible partout, facilement, et à chaque fois pour des prix tout à fait abordables. Alors là, d'accord, la collection elle est vendue 40 ou 50 euros. Mais déjà, à chaque fois, il y a énormément d'heures de jeu. Donc en termes de contenu, vous en avez pour vos sous. C'est régulièrement, si vous voulez choper sur Steam ou sur les différents shops des différents constructeurs, je les vois souvent en solde, notamment la trilogie de base à 20-30 euros. Idem pour je doute pas que la trilogie Apollo Justice, ça va être bientôt pareil. Donc franchement, mangez-en. Voilà, voilà, là maintenant on a tout couvert, donc normalement je devrais plus vous saouler avec cette série, mais voilà, je trouve ça génial que ça soit dispo, traduit en français, et disponible sur absolument toutes les plateformes, donc pas de jaloux. Avant d'attaquer le dernier jeu de la sélection, je voulais juste brièvement mentionner, histoire tant qu'on est chez Capcom, une autre compilation qui est sortie. Alors, vous devriez pouvoir la voir ici. Il s'agit malheureusement, comme c'est du démat pour l'instant, c'est la compilation Marvel vs Capcom. D'ailleurs, non, je vais pas la lancer parce que je veux pas perdre ma save de Zelda. Donc, la compilation Marvel vs Capcom qui regroupe toute une batterie, en fait, tous les jeux de baston impliquant des persos Marvel qui ont été développés dans les années 90. Je crois que ça va jusqu'au début de Marvel vs Capcom 2. Je sais plus si c'est 99 ou 2000. Mais en gros, dans les années 90, il y a eu une association entre Marvel et vs Capcom qui a donné lieu à des jeux d'anthologie. Donc ça commence avec X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom 1, Marvel vs Capcom 2,
Et la compile aussi contient le Punisher, donc qui est un beat'em all, qui est excellentissime, qui n'avait pas eu, il me semble, de sortie officielle voilà, qui était disponible, et donc il est maintenant disponible dans cette compilation. Et si vous êtes fan de beat'em all, si vous êtes fan du Punisher et même de manière générale de bons beat'em all à l'ancienne, foncez. Il a un peu, en termes de difficulté, il est un peu vénère, mais le gameplay est incroyable. Et tous les jeux de baston sont, sont vraiment exceptionnels. Alors en fait, pour moi, cette compilation, c'est un petit fantasme parce que c'est des jeux sur lesquels je fantasmais, mais à fond. En particulier, moi je me souviens, je lisais dans les pages de Console Plus à l'époque les tests typiquement de X-Men versus Street Fighter. Je me souviens que c'est un jeu sur lequel j'ai fantasmé. Parce que en fait, de mémoire, il me semble qu'il était sorti, mais seulement sur Saturn. Ou Saturn et PlayStation, j'ai peur de dire une bêtise. Moi, je suis à peu près sûr qu'il était que sur Saturn. Et bref, moi, je l'avais pas. Voilà, quand on est obligé de choisir les jeux qu'on a, forcément, les jeux de baston, c'est pas forcément, en tout cas moi, chez moi, c'est pas forcément ceux sur lesquels on se jetait en priorité. Mais voilà, je bavais dessus à fond quand je voyais les visuels, les screenshots dans les tests, etc. Et de pouvoir y jouer enfin. Alors je sais que c'est des jeux qui ont toujours été très facilement accessibles via Fightcade en émulation, etc. Pour moi, c'est pas la même chose que si c'est vraiment disponible. C'est peut-être moi qui suis bizarre, mais je trouve que c'est pas la même chose que ça soit disponible pour tout le monde, officiellement disponible sur un shop. Et ce sont des jeux géniaux. Moi, je trouve que le tout premier, donc Children of the Atom, est un peu raide par rapport aux autres. Mais dès Marvel Super Heroes, et en particulier justement X-Men versus Street Fighter, c'est encore tout à fait fun et jouable aujourd'hui. Sachant que voilà, pour les novices, il y a de la possibilité d'avoir les super sur un seul bouton. Il y a plein de filtres, voilà, si en fonction des filtres, des fonds d'écran que vous voulez mettre. Il y a tous les artworks qui sont disponibles. Enfin, le travail artistique qui a été réalisé sur ces jeux est hallucinant, vraiment. Et je pèse mes mots. Si vous êtes fan de comics, si vous êtes fan de beaux artworks, vraiment de visuels 2D léchés, ça fait partie pour moi de plus beau de ce qui a été fait. C'est vraiment, en fait, c'est un truc. Moi, je trouve en plus que ça a un charme de la 2D à l'ancienne, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui et qui est vraiment, en tout cas dans le domaine de la baston, parce que j'imagine que ça doit coûter un pont. Voilà, et je pense pas que ça soit aussi sexy pour les joueurs modernes. Franchement, si vous n'avez ne serait-ce qu'un soupçon de nostalgie pour cette époque, en plus de voir, en fait, c'est assez marrant parce que de voir, si vous avez justement, vous êtes tombé sur la série X-Men 97 sur Disney+, et que tout d'un coup, ça vous a fait bizarre de revoir des personnages Marvel en couleur. Voilà, parce que je veux pas dober sur le Marvel Cinematic Universe, mais c'est quand même cool de revoir tous ces personnages avec des couleurs qui blastent, avec vraiment on a l'impression de voir littéralement le comics, les pages de comic book vivantes à l'écran. Et en plus, dans les épisodes où on peut faire des crossovers avec les personnages de Street Fighter et les personnages de Capcom, évidemment, le joyau de la couronne de la collection, c'est évidemment Marvel vs Capcom 2 qui est un peu l'aboutissement ultime de la formule. Alors ce qui est marrant en fait, quand on joue à tous ces jeux-là, c'est de réaliser à quel point chaque épisode avait son propre style, et qui fait que en fait, on pourrait se dire oui, mais alors dans ce cas-là, on n'a qu'à jouer juste à Marvel 2 et à Marvel vs Capcom 2, et puis les autres ils servent à rien. Et en fait, pas du tout, puisque en fait chaque épisode a son propre style, et ça se trouve vous allez beaucoup plus accrocher à d'autres jeux moins connus que Marvel vs Capcom 2. Mais voilà, et évidemment, voilà, l'Apex en termes de qualité du crossover, c'est évidemment Marvel vs Capcom 2 et son casting hallucinant. Mais ça, encore aujourd'hui, c'est ouf de se dire qu'ils ont réussi à obtenir tous ces personnages
Enfin, on a quand même, on a Jill Valentine de Resident Evil, on a évidemment Spider-Man, Venom, Hulk. Enfin, le casting n'a aucun sens. Le jeu est vraiment, même si vous n'êtes pas un grand fan de jeux de baston, c'est des jeux vraiment ultra arcade. Alors évidemment, si vous mettez un doigt de pied en ligne, vous allez vous faire fumer par des gens qui jouent en boucle à ces jeux-là depuis 20 ans. Mais il n'empêche que je trouve que je trouve que ces jeux sont toujours aussi fun plus de 20 ans après. Et donc voilà, moi c'est l'autre énorme reco de cette vidéo. Pour moi, c'est vraiment cette Fighting Collection. Donc Marvel vs Capcom Fighting Collection Arcade Classics. Pour information, donc là c'est donc évidemment le jeu n'est disponible pour le moment qu'en démat. Donc moi je l'ai pris sur Switch pour le moment. Comme pour Ace Attorney Investigation, il y aura une version boîte en France exclusive à la PlayStation 4. Pour la version Switch, comme d'hab, Amazon Japon. Donc voilà, donc ça c'est un énorme kiff. Donc voilà, dès que j'ai 5 minutes, voilà, juste faire une petite partie de mode arcade, ça passe très très bien. Et enfin, le dernier jeu de cette vidéo, le gros jeu du mois de septembre. Je suis désolé, je vais pas être très original, mais pour moi c'est Astrobot. Ce jeu est vraiment dingue. Pour vous dire, c'est le premier jeu, c'est la première fois que je platine un jeu. C'est mon premier platine. Les platines, d'habitude, j'ai toujours un peu la flemme parce que moi, je suis de l'école. À partir du moment où je vois le générique défiler, il faut vraiment que le jeu soit exceptionnel pour que j'ai l'énergie d'y retourner. Je l'ai fait pour Breath of the Wild, je l'ai fait pour Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth. Mais sinon, quelques Yakuza aussi. Mais sinon, voilà, c'est très très rare que je retourne sur un jeu et surtout que je veuille absolument le poncer jusqu'au bout. Voilà, c'est facile puisque c'est quand même beaucoup plus facile que sur d'autres jeux puisque même en essayant de gratter le platine, ça m'a pris, je pense, 16 heures sur le décompte de la console, 15 ou 16 heures. Donc c'est pas très très long. Le jeu est brillantissime. En fait, je sais que c'est encore une fois une comparaison qui a été faite plein de fois, mais c'est vraiment le Super Mario Galaxy 3 qu'on n'a jamais eu. Et ça pour plein de raisons. C'est pas juste pour dire que c'est un jeu de plateforme 3D qui est à la hauteur de ce que Nintendo peut proposer, puisque c'est le cas. C'est vraiment un jeu, mais aussi, je trouve, dans l'ambiance, même le fait, moi ça me fait penser beaucoup à Super Mario Galaxy 2, donc ne serait-ce que la manière dont les niveaux sont présentés avec ces différentes planètes, comme c'était pour SMG2, les différentes planètes, l'inventivité, la multiplication de styles de gameplay, comme on l'avait avec les différents costumes de Mario, Mario Abeille, Mario... D'ailleurs, on retrouve, pour vous dire le parallèle, on retrouve dans Mario Galaxy, il me semble que c'était déjà le cas même dans le 1, il y avait ces fameux niveaux où Mario est en équilibre sur une boule, et en fait, à l'époque, avec la Wiimote, et même quand le jeu a été refait sur Switch, avec la détection de mouvement, on contrôlait, on faisait, Mario court sur une boule, et on la dirigeait aussi à la détection de mouvement. Et ben il y a des niveaux comme ça aussi qui se contrôlent au stick, mais on retrouve quasiment à l'identique ce genre de niveau. Pour vous dire, il y a même des équivalents de Thwomp, donc les énormes blocs qui tournent sur eux-mêmes, et donc il faut veiller, il faut essayer de éviter de ne pas se faire écraser par eux quand ils font leur ronde. Donc on retrouve, il y a énormément de similarités, mais c'est pas du tout il y a beaucoup, ils sont inspirés, mais en même temps, quand on fait un jeu de plateforme 3D, je veux dire, au bout d'un moment, autant s'inspirer direct des meilleurs, parce que, de toute façon, ça sert à rien de prétendre que Mario et Nintendo n'existent pas, vu que c'est les patrons du genre depuis que le genre existe, puisque c'est presque même eux qui l'ont créé, avec Mario 64. Donc, ça s'inspire énormément de ce que peut proposer Nintendo, mais aussi
ça a l'intelligence de proposer ses propres styles, notamment avec donc les différents costumes, les différentes capacités que Astro peut débloquer, que ce soit des super points, que ce soit les espèces de robots poulets qui vous donnent un dash, la possibilité d'arrêter le temps, qui sont vraiment pour moi parmi les meilleurs niveaux du jeu. Il y a un niveau dans un casino vraiment qui utilise cette mécanique d'arrêt du temps qui est génial. Et en fait, c'est marrant parce que quand j'ai joué à le jeu, je me suis dit, c'est dingue. En fait, on dirait un mélange entre un jeu de Miyamoto et un jeu de Sakurai. Donc, Miyamoto pour l'inventivité du gameplay. D'ailleurs, histoire d'être. Miyamoto et mince, son acolyte qui travaillait aussi. Tant pis, je m'en veux. Mais en gros, vous m'excuserez de résumer comme ça, mais en gros, un jeu de Miyamoto au niveau de l'inventivité, de la richesse du gameplay, et un jeu de Sakurai pour la générosité, en fait, parce que ça me fait beaucoup penser à des jeux comme justement à des jeux comme Smash Bros, Kirby, Kid Icarus Uprising, etc., ou des jeux vraiment en fait, avec cette mentalité de coffre à jouer et qui donne en permanence, qui donne et qui donne et qui donne aux joueurs dès que vous vous investissez, dès que vous cherchez. En fait, dès que vous faites l'effort de chercher des secrets, d'essayer d'aller un peu plus loin dans le jeu vous récompense tout de suite et vous croulez sous les récompenses et c'est assez jouissif et c'est vraiment c'est presque touchant en fait à quel point le joueur à quel point il y a on sent à quel point les gens qui ont travaillé sur ce jeu aiment les jeux parce qu'évidemment Astrobot c'est énormément de références à l'histoire de la PlayStation. C'est toute l'idée du jeu. Vous incarnez donc ce groupe de robots qui se déplacent à bord d'une PlayStation 5 et qui va être attaqué par un alien et il faut récupérer les différents morceaux de la PlayStation 5 pour la faire repartir. Et donc c'est un prétexte comme un autre pour vous faire visiter plein de niveaux et battre des boss. Les affrontements des boss sont incroyables avec la musique, pareil, la bande son est exceptionnelle. Et donc oui, avec donc on va sauver il y a 301 robots à sauver. Et tous ces robots, en tout cas une grosse partie des robots sont des références à des jeux de la marque PlayStation. Et ce qui est génial, c'est qu'évidemment qu'il y a des références à ce que représente Sony aujourd'hui, c'est-à-dire God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, pardon, Last of Us, Uncharted. Donc ça, c'est pour les licences les plus récentes. Mais ça, quand on a grandi avec la marque PlayStation comme moi, comme ça a été mon cas, moi, quand la PlayStation est sortie en France, j'avais 9 ans. C'est ça, j'avais 9-10 ans. Donc moi, je l'ai pris vraiment en pleine gueule. C'était pas ma première console, mais voilà, c'est une marque avec un univers avec lequel j'ai grandi. Et quand je vois des refs à des jeux complètement... par exemple, Incredible Crisis avec le salaryman qui passe une journée de merde, ce genre de jeu, quand je vois des références à Tokyo Jungle, quand je vois des références... En fait, je veux pas passer une heure à faire du name dropping, mais que ça soit Soul River, que ça soit évidemment Wipeout, que ça soit Everybody's Golf, enfin tout, il y a vraiment tout y passe. Honnêtement, Loco Roco, les plus belles heures, voilà, les plus belles heures de la PSP. En fait, c'est hallucinant à quel point. Et évidemment, enfin voilà, le but c'est pas de vous spoiler, mais il y a franchement, peu importe quelle que soit votre relation avec la marque PlayStation, il y a quelque chose qui va vous toucher, il y a une référence qui va vous parler. Mais moi, en permanence, je faisais, voilà, moi, voilà, un de mes jeux préférés de la première PlayStation, c'est Parappa the Rapper, et sa suite moins connue, son spin-off, parce qu'il y a une vraie suite à Parappa the Rapper, mais il y a eu aussi un spin-off qui est moins connu, mais qui s'appelle Jammer Lamy, donc il y a un jeu de guitare avec un autre personnage, donc c'était pas un personnage de rappeur, mais c'était une petite vache guitariste. Ça peut paraître bizarre, mais moi, c'est un jeu que j'ai adoré. C'est un jeu auquel je repense souvent, où j'écoute parfois les musiques sur YouTube.
Voilà, de voir une ref à ce personnage, c'est rien, ça dure 2 secondes, mais voilà, forcément, ça me fait quelque chose, parce que c'est un jeu que j'ai fait, refait dans tous les sens, et c'est une partie de mon enfance, donc c'est vraiment très touchant. Moi, je vous ai ressorti Astrobot Rescue Mission, donc qui était le précédent jeu solo. Évidemment, il y a le jeu Astro qui est préinstallé dans la PlayStation 5 et qui est en fait un avant-goût de ce que donne ce gros Astrobot, donc ce vrai grand jeu donc d'une grosse dizaine d'heures. Donc il y avait le jeu installé dans la PlayStation 5 qui durait 5 heures, et avant ça il y avait ce Astrobot Rescue Mission qui était sorti sur PlayStation 4 et qui se faisait donc grâce au premier PSVR. Et en fait, déjà à l'époque, je me disais, mais en fait, putain, mais pour moi, Astrobot Rescue Mission, c'est le Mario 64 de la VR. Dans le sens où, pour moi, en fait, si je fais cette comparaison, c'est pas juste parce que c'est des jeux de plateforme, mais en fait, quand on a joué, euh, je sais pas si vous avez le même référentiel, mais quand la 3D est arrivée et quand Mario 64, on se posait un peu la question de qu'est-ce que ça va ajouter à la 3D? C'était vraiment le grand terme à la mode. La 3D, tout le monde voulait jouer à des jeux en 3D, etc. Mais il y a que, c'est en voyant Mario 64 et ce stick, la manière dont il utilisait le stick, que tout le monde a compris. C'est dit, ah mais oui, mais c'est pour ça en fait qu'il faut faire des... Enfin, c'est ça qui est intéressant dans la 3D et c'est ça qu'on va pouvoir faire, qu'on ne pouvait pas faire avec la 2D. Et j'ai eu exactement le même feeling. C'est un feeling qui est très rare, vraiment de Eureka, en fait. Et c'est un feeling qui est ultra rare, mine de rien, parce que ça impose quand même des nouveautés techniques, etc. Et j'ai eu ce feeling de Eureka avec la VR et Astrobot Rescue Mission. Et en faisant ce jeu-là, j'ai compris à quel point l'équipe qui était derrière, c'était quand même... Enfin voilà, il faut quand même avoir un sacré niveau pour proposer une expérience aussi unique. Et ben voilà, mine de rien, et ça fait vraiment plaisir de voir que des années après, les mecs continuent de progresser, sont toujours au top. Moi, j'ai adoré. Vraiment, en fait, pour être honnête, je sais pas si ça sera mon GOTY, mais c'est clairement un jeu qui est parfait. C'est-à-dire que si je devais lui mettre une... Pour moi, honnêtement, si je devais lui mettre une note, c'est d'office, c'est minimum un 9 et ça serait complètement justifié de lui mettre un 10 sur 10 parce que je ne serais incapable de vous dire enfin, il ne fait rien de mal, il fait tout parfaitement. C'est-à-dire que pour ce genre de jeu, c'est-à-dire de platformer 3D accessible au plus grand nombre, que ce soit par les plus jeunes, mais aussi pour les vétérans, les derniers niveaux, si vous voulez, un peu de résistance, il y a des niveaux quand même qui sont quand même un peu chauds. Évidemment, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire un peu plus d'éther au niveau de la difficulté, etc. Mais pour moi, à ce niveau-là, vraiment, le jeu est parfait. Il est juste parfait. Il n'y a pas en plus, la durée de vie, elle est vraiment nickel. C'est-à-dire que quand j'ai fini, euh, c'était vraiment, j'en voulais. Bah, évidemment, on en veut toujours un petit peu plus, mais voilà, j'étais rassasié, j'étais vraiment, je me suis dit super. Voilà, ça a duré pile comme ça devait durer. Voilà, vraiment les gars, bravo. Félicitations à la team Asobi. Euh, En fait, voilà, si je devais vraiment faire le mec chiant, et c'est vrai, parce que j'ai vu que c'est quelque chose qui a été mentionné ailleurs, et c'est pas du tout, et je pense que les gens qui ont fait cette réflexion l'ont pas fait pour jouer les pisse vinaigre ou vraiment pour pinailler. En fait, le seul truc, c'est que c'est vrai que quand on voit toute la richesse des jeux, tous ces jeux complètement expérimentaux auxquels fait référence le jeu, toute cette époque où il y avait des jeux complètement improbables qui sortaient sur console Sony, comme Parapaz the Rapper. Aujourd'hui, c'est une licence culte ou Loco Roco, mais c'était en fait des terrains d'expérimentation. Et c'est vrai que aujourd'hui, le Sony qu'on connaît, bah, c'est plus le Sony des gros jeux, comment dire.
des gros jeux d'action de 30 heures avec un système de progression en type RPG ou en pseudo-monde ouvert, ou enfin en monde ouvert, etc. Avec des grosses cinématiques, des énormes quadruple A, quintuple A. Donc voilà, ça fait référence. En fait, la seule légère amertume qu'on peut ressentir en jouant à ce jeu-là, c'est de se rendre compte que ça fait parfois référence à une époque qui a un peu révolu. Le fait que la team Asobi existe toujours, en fait, que tous ces développeurs de Sony Japan ont été regroupés, enfin en tout cas, certains d'entre eux ont été regroupés sous le nom de Team Asobi, bah, c'est quelque part aussi l'exemple que c'est pas tout à fait mort, que voilà, c'est pas un petit budget, mais c'est aussi la preuve que des offres plus simples, des offres plus épurées en termes de gameplay et de contenu, ben mine de rien, ça plaît à tout le monde est content, enfin le jeu est célébré, que ce soit par la critique ou les joueurs, tout le monde est ravi que ce jeu soit arrivé. Donc je pense que c'est aussi, j'ai tendance on va dire que je vais préférer voir le verre à moitié plein ce coup-ci et me dire que c'est aussi quelque part, même si ça fait référence à une époque qui n'existe plus vraiment, je me dis aussi que c'est aussi une lueur d'espoir sur le fait que de nouvelles générations de développeurs arrivent et ça va peut-être montrer à Sony que les gens sont aussi prêts pour d'autres offres que vraiment des gros quintuple A, quadruple ou quintuple A en monde ouvert. Bref, voilà, moi j'ai adoré. Voilà, si évidemment je vous recommande Astrobot, je vous recommande, bon, le Zelda évidemment, vous êtes tous dessus en ce moment, donc j'ai pas besoin de vous le recommander. Et cette Army Investigation, si vous avez besoin d'enquête, n'hésitez pas à lui donner une chance. Et Marvel vs Capcom, la compilation, si vous êtes fan de jeux, de belles 2D et de jeux d'arcade à l'ancienne. Voilà, donc c'est tout pour moi. Ça, on aura couvert au moins comme ça les principaux jeux de septembre. Comme je vous ai dit, dans tous les cas, il y aura d'office une vidéo pour célébrer la sortie de Metaphor Refantasio, parce que c'est un jeu que j'attends énormément. Et peut-être d'autres choses d'ici là, mais voilà. Donc je suis très content d'avoir pu vous faire cette vidéo. Encore une fois, jouer à Astrobot, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Jouez bien, salut!